Bonjour Elisabeth Borne. Bonjour. Et bienvenue à la grande interview sur CNews Europe 1. Ancienne Première ministre, bien sûr, vous avez incarné la réforme des retraites. On va en parler, la réforme Borne d'ailleurs, dont il est beaucoup question en ce moment. Vous êtes actuellement la ministre de l'Éducation nationale. Il y a beaucoup de sujets à aborder avec vous ce matin. Et tout d'abord, le gouvernement va donc soutenir, Elisabeth Borne, la proposition de loi telle qu'elle est sortie du Sénat pour interdire le voile dans les compétitions sportives. Sur le fond, je dis bien sur le fond, François Bayrou a donc tranché en faveur de Gérald Darmanin et de Bruno Retailleau. Est-ce que ce matin, vous êtes désormais rangé derrière leur ligne ? Alors, je vous remercie de me donner l'occasion de rétablir les faits. Il n'y a pas eu de débat sur la ligne lors de cette réunion parce que tous les ministres étaient favorables à l'interdiction des signes religieux dans les compétitions sportives. Donc, comme ça a été relaté par certains de vos confrères, si François Bayrou a convoqué cette réunion, c'était pour rappeler la nécessité, l'exigence de solidarité gouvernementale et donc qu'on ne s'en prend pas à ses collègues par médias interposés. Vous voulez dire que la ministre des Sports et vous-même, Madame Borne, vous étiez sur la même ligne que Gérald Darmanin et Bruno Retailleau. Je rappelle que vous avez estimé que les règlements intérieurs imposés par les fédérations sportives étaient suffisants pour proscrire les signes religieux. Donc pas besoin de soutenir cette proposition de loi. Je voudrais dire très clairement que sur ces questions, je n'ai aucune leçon à recevoir de personne. Et si vous écoutez mes propos lundi dernier, je dis très clairement qu'il y a de l'entrisme dans le sport et que ça appelle à la plus grande vigilance. Puis je voudrais aussi rappeler qu'au printemps 2023, je suis la première à avoir défendu le règlement de la Fédération française de foot qui était attaqué devant le Conseil d'État qui lui a donné raison sur la possibilité d'interdire les signes religieux dans les compétitions sportives. Donc la ligne, elle est claire, interdiction de tout signe religieux dans les compétitions sportives des fédérations. Peut-être dire que, vous voyez, quand on a ce débat sur qu'est-ce qu'on fait dans les compétitions sportives, je pense qu'on doit aussi se poser la question en amont. Quand on a des femmes ou des jeunes filles qui vous disent « mon père, mon frère, voire mon fils m'oblige à porter le voile », je pense que c'est un problème et que les ministres en charge, tout comme les parlementaires, devraient s'emparer de cette question. Comment on protège ces femmes et ces jeunes filles ? On va en parler, j'entends vos propos clairs ce matin. Mais alors pourquoi Gérald Darmanin vous a-t-il accusé, en tout cas pointé du doigt votre naïveté, Madame Borne, à vous et à la ministre des Sports ? Oui, alors je pense que les ministres qui étaient dans mon gouvernement à l'époque doivent savoir que sur ces sujets, je n'ai aucune naïveté et que je pense qu'effectivement, il faut être extrêmement vigilant sur ces questions d'entrisme. Pour la ministre que vous êtes, pour la citoyenne que vous êtes, pour la femme que vous êtes, pour la féministe affirmée que vous êtes, que représente le voile ? Est-ce que c'est un symbole de l'asservissement de la femme ou c'est un simple vêtement ? Alors, je sais qu'on est dans une époque où il faudrait que les choses soient noires ou blanches. Je pense que c'est plus compliqué, que pour certaines femmes, c'est la traduction de convictions religieuses. Mais je le disais, quand on impose le port du voile à une femme, à une jeune fille, ça me choque. Moi, je me demande toujours, Madame la Ministre, parce que la France n'est pas une île, comment ce débat et ces réponses sont perçues, par exemple, par les Iraniennes qui nous écoutent et qui, elles, se battent pour ne pas pouvoir le porter. Oui, mais bien sûr, moi je pense qu'aucune femme ne doit se voir imposer le port du voile. Mais pour vous, ce n'est pas forcément un signe vous savez, vous en avez de soumission, d'inégalité. Vous en avez certaines qui font ce choix. Je pense que ce dont on doit s'occuper, c'est de s'assurer qu'aucune femme ne subit des pressions pour porter le voile. Le voile est interdit bien sûr à l'école, Elisabeth Borne, par la loi. L'abaya et le camis par circulaire de Gabriel Attal. Compte tenu de cet entrisme dans le sport et à l'école, vous en conviendrez, est-ce qu'il faut aller plus loin, comme l'a préconisé il y a quelque temps Bruno Retailleau, affirmant que c'était son avis personnel, et étendre l'interdiction aux accompagnatrices de sortie scolaire? Il a parlé de l'école hors les murs. Vous n'étiez pas d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, eu égard à la situation, vous avez changé d'avis ? Alors, d'abord, vous avez raison de rappeler que l'école publique est protégée par la loi de 2004 qui proscrit tout signe religieux ostentatoire, donc dans ces écoles, collèges, lycées publics. Mais vous savez, je pense que c'est important aussi de se rappeler de ce qu'est la laïcité dans notre pays. C'est la liberté de croire ou de ne pas croire,
avec un principe de neutralité de l'État, des services publics et de ses agents, et on protège à l'école publique les enfants, parce qu'on est à un moment où... Qui a oublié qu'est-ce que c'était la laïcité? Je dis ça parce que moi, j'ai assisté à un débat assez étonnant au Sénat à propos d'une proposition de loi du sénateur Lafont, où certains voulaient imposer la laïcité dans les établissements privés sous contrat, dont je rappelle qu'ils sont catholiques. À 96% catholiques. Pour enlever quoi? Un crucifix? Je pense qu'à un moment donné, on finit par perdre aussi nos repères. Donc c'est un équilibre, la laïcité, entre la liberté de croire ou de ne pas croire, et puis des limites qui sont posées par précisément cette exigence de neutralité, par la nécessité de protéger la liberté de conscience et de protéger les élèves contre des pressions, et puis quand il y a des raisons d'ordre public. Et je pense que c'est important. Mais il y a plus un entrisme islamiste que catholique, je crois qu'on est tous oui, mais vous voyez, je pense qu'il faut garder ce cadre. Donc non pour sinon, les accompagnatrices. Non, moi je pense que, je vous dis, les agents du service public, les élèves dans les écoles publiques. Avant de revenir à l'école, Elisabeth Borne, une question d'actualité, autre chose, sur la réforme des retraites, la réforme que vous aviez portée. C'est au tour d'ailleurs de la CGT maintenant de quitter la table de négociation et de claquer la porte depuis que François Bayrou a plié le jeu et affirmé qu'il n'y aura pas de retour à l'âge légal de 62 ans. Le conclave, il est mort, il est enterré, on peut lui apporter une couronne de fleurs. Je pense que les discussions se poursuivent, heureusement, entre certains syndicats et certaines organisations patronales. C'est un tête-à-tête, alors. Je pense qu'on a raison de faire confiance aux partenaires sociaux, dont certains ont dit qu'ils avaient des propositions d'amélioration de la réforme. Par contre, le cadre, il a été fixé dès le départ. Il faut assurer l'équilibre du système de retraite. Donc ceux qui voudraient abroger la réforme qui a été portée, avec Olivier Dussopt, on a porté en 2023... je pense qu'ils ne disent pas la vérité aux Français. On ne peut pas abroger cette réforme et revenir à 62 ans, sachant que si on abroge la réforme, on abroge aussi les nombreux avantages, les 7 milliards d'euros d'avantages, la revalorisation des plus petites pensions, le fait de pouvoir partir plus tôt pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, pour ceux qui sont dans des métiers pénibles. Donc voilà, je pense que le cadre est clair. Donc revenir à 62 ans, c'est mentir aux Français. Prétendre qu'on peut abroger purement et simplement cette réforme alors que la Cour des comptes nous a redit que le système n'est pas à l'équilibre et que sa pérennité nécessite qu'il soit à l'équilibre, je pense que ça n'est pas dire la vérité aux Français. Vous savez, nous, on écoute ce qu'avait dit le Premier ministre. Il s'était engagé à ce que les négociations soient sans totem et sans tabou. Sous réserve d'assurer l'équilibre de la réforme. Mais il n'était pas évoqué explicitement que le retour à 62 ans était impossible. Est-ce que le conclave, pour le dire clairement, Madame Borne, c'était pas le prix en fait pour ne pas être censuré et finalement c'était un scalp qui a été donné finalement pour ne pas être censuré à la fin aux socialistes? Moi j'entends un certain nombre d'organisations syndicales, par exemple la CFDT, qui dit qu'elle a des propositions pour améliorer la réforme. Vous savez que 4 Français sur 10, dans le cadre de cette réforme, n'ont pas à attendre 64 ans pour partir à la retraite. Si on a des améliorations possibles pour ceux qui ont des carrières difficiles, des métiers pénibles, je pense que c'est des choses qu'il faut regarder. On poursuit notre grande interview sur CNews et Europe 1 avec vous, Elisabeth Borne. On va revenir à l'école, à l'insécurité autour et dans les établissements scolaires. Ce lundi, un élève du lycée d'Alfortville a été hospitalisé après avoir été attaqué au couteau dans l'enceinte même de l'établissement. Vous avez évidemment immédiatement condamné l'agression, réaffirmé l'urgence d'instaurer des contrôles renforcés à l'entrée des écoles. Honnêtement, face à un tel fléau, est-ce que ce n'est pas une mesure gadget? Est-ce que le problème n'est pas plus profond? Alors, il y a un problème de montée de la violence dans toute la société, chez des jeunes de plus en plus jeunes. Donc, il faut qu'on s'attaque à ces sujets-là. Moi, je pense que c'est important qu'on puisse avoir des fouilles aléatoires avec l'appui de la police et de la justice à l'entrée de certains établissements, dans certaines circonstances, pour dissuader les élèves de venir dans les collèges, dans les lycées, avec des armes blanches. Je crois qu'il faut évidemment que l'école
reste un lieu où on est protégé. Ça, c'était une phrase qu'on pouvait peut-être dire dans le passé, des grands pédopsychiatres comme Maurice Berger, mais aussi de grands magistrats comme Béatrice Brugère, tous deux spécialistes, Madame Borne, de la violence des mineurs. Ils parlent de continuum. Autrement dit, on ne devient pas violent à l'adolescence, ça commence parfois au primaire. Comment, selon vous, on peut inculquer, le respect de la loi et de l'autorité dès le plus jeune âge? Est-ce que vous en faites une priorité dans votre ministère? Je pense que c'est, comme vous le dites, on voit qu'on a de la violence chez des jeunes de plus en plus jeunes. Et je crois qu'il faut réagir, je suis convaincue qu'il faut réagir dès les premiers signaux. Dès qu'on a un jeune qui a un comportement où il peut perturber la classe, où il ne respecte pas... primaire, hein. Oui, où il ne respecte pas le professeur. Et pour ça, il faut qu'on fasse bloc. Et je suis convaincue qu'il faut qu'on agisse. Bien sûr, l'école, les parents, les maires, qui ont aussi la capacité de faire des rappels à l'ordre, la justice, la police, les parents qui sont parfois eux-mêmes le problème. Certains parents qui peuvent effectivement ne pas respecter les professeurs. Mais vous voyez, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse bloc pour apporter des réponses, redonner un cadre le plus tôt possible quand on a des jeunes qui ont perdu leur repère et qui peuvent commettre des actes violents, de la violence verbale, de la violence physique au sein des écoles. Fut un temps, vous l'avez connu et je l'ai connu, où les cours d'éducation morale et civique inculquaient quand même le respect de cette autorité. Certains disent que c'était l'école d'avant, l'école conservatrice, disent-ils, mais quand même, il y avait un respect de l'instituteur, de l'école comme lieu de savoir. Est-ce que vous reconnaissez, Madame Borne, aujourd'hui, avec le recul, l'échec de certaines quand même politiques éducatives qui ont abandonné les sanctions, l'estrade également? Enfin, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, comme hier, on doit effectivement inculquer, comme vous dites, aux jeunes le respect de l'autorité. On doit aussi transmettre le goût du savoir, le goût de l'effort aussi, et je pense que c'est la responsabilité de l'école. Ça veut dire que quand l'autorité du professeur n'est pas respectée, quand des enseignements sont contestés, quand il y a de la violence dans les établissements, moi je serai toujours aux côtés des enseignants pour les soutenir. Au premier, j'allais dire, à la première incartade, c'est un conseil de discipline. Je l'ai dit, moi je pense notamment quand on a des armes blanches dans un établissement, ça doit être automatiquement un conseil de discipline. Ce qui est incroyable, c'est que ça ne l'était pas. Ça l'était souvent, généralement. Si vous le demandez, non, je le demande parce que je pense qu'il n'y ait même pas à réfléchir. Quand on a une arme blanche dans un établissement, il doit y avoir un passage devant un conseil de discipline. Parlons du niveau à présent, Madame Elisabeth Borne. Des groupes de niveau étaient prévus. Vous avez préféré le terme groupe de besoin. Je ne sais pas si on a encore le luxe de jouer sur les mots quand le niveau de nos élèves, malheureusement, est aussi bas dans les matières fondamentales. Pourquoi être revenu ou avoir détricoté le choc des savoirs de Gabriel Attal? Alors, je voudrais rappeler que quand Gabriel Attal a présenté son choc des savoirs, j'étais Première ministre. Donc, j'ai nécessairement validé les orientations qui sont portées. Le changement de nom, il s'est fait avant que j'arrive dans ce ministère. Et évidemment, moi, je pense que cette exigence de relever le niveau des élèves est absolument essentielle et c'est naturellement ce que je continue à porter. Moi, je ne peux pas accepter que la place de la France dans les classements internationaux se dégrade et donc à la fois donner à chaque élève les capacités de réussir et remonter le niveau, c'est vraiment ce que je porte. Vous avez fait de l'éducation sexuelle à l'école une priorité. Nous allons en parler, Elisabeth Borne. Mais d'abord, suite aux révélations sur les violences sexuelles à Notre-Dame de Bétharram, vous avez annoncé un renforcement des contrôles et une remontée désormais systématique des faits de violence dans l'enseignement privé sous contrat. Tout devrait être effectif, je suppose, rapidement. Vous nous direz quelle échéance. Vous allez recevoir tout à l'heure Monsieur Esquer, qui est le lanceur d'alerte dans cette affaire. Qu'est-ce que vous allez là prévoir très rapidement ? Alors ma priorité, je le redis, c'est faire réussir chaque élève et relever le niveau. On pourra reparler de l'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Mais donc sur la prévention des violences, moi j'ai présenté un plan qui est Brisons le silence, agissons ensemble et qui repose sur 3 piliers, signaler, mieux recueillir la parole des élèves et contrôler. Et je pense que c'est très important que, quel que soit le statut de l'établissement, privé ou public, on ait cette même exigence. Pas de différence de statut, évidemment. Il n'y a pas un organisme de contrôle pour le privé, pas forcément pour le public. C'est la même exigence pour chacun.
faire remonter systématiquement les faits de violence. Donc il y a une application qui existe dans le public qui doit se déployer dans le privé pour les faits de violence. C'est aussi recueillir la parole des élèves et avec, par exemple, des questionnaires systématiques tous les trimestres pour les élèves en internat. Et puis, c'est des contrôles, plus de contrôles. Donc, les moyens que j'ai pu affecter en complément de ce que ma prédécesseure avait d'ores et déjà décidé. Je pense que c'est important que dans aucun établissement, qu'il soit public, qu'il soit privé, il n'y ait des violences sur les élèves. Pour le contrôle, est-ce qu'il ne faudrait pas un organisme totalement indépendant ? Vous savez, les inspecteurs qui interviennent, je les mets pas appuyés en cause. par l'inspection générale, et moi je note je souhaite qu'on ait une mission d'appui permanente de l'inspection générale pour former, pour superviser les contrôles, pour intervenir dans les situations les plus difficiles. Je note qu'avant la question, vous avez répété, Elisabeth Borne, que votre priorité, c'est évidemment le savoir, l'apprentissage des matières fondamentales. Malgré tout, vous avez fait de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle une priorité. Normalement, ça devrait commencer à la rentrée pour septembre. Et je cite, dès l'âge de 3 ans, avec 2 axes, apprendre qu'on peut accepter et refuser, et puis distinguer les assignations de rôle, évidemment, notamment dans les cours d'école. À 3 ans, Madame la Ministre, qu'est-ce qu'on peut accepter ou refuser ? Je pense que c'est important, très jeune, de dire aux enfants qu'on doit respecter leur intimité, qu'on doit respecter leur corps. Vous savez, il y a 160 000 agressions sexuelles sur des mineurs chaque année, et souvent dans le cadre familial, donc apprendre que certains comportements d'adultes ne sont pas normaux et qu'il faut pouvoir s'adresser à une personne de confiance, libérer la parole des enfants, ça me semble important. Alors, ce qui m'a choqué, c'est à 3 ans, accepter ou refuser. À 3 ans, on a la capacité de comprendre qu'on peut accepter ou refuser. À 3 ans, on doit apprendre à un enfant que certains comportements doivent être refusés et qu'il faut se confier à une personne de confiance. Le ministère de l'Éducation nationale que vous représentez se fixe beaucoup de priorités, l'éducation à la sexualité, l'intelligence artificielle. Qu'en est-il plus prosaïquement, Elisabeth Borne, de l'apprentissage à lire, à écrire, à compter et à raisonner ? Comment on continue à ouvrir, très honnêtement, autant de chantiers lorsqu'on n'est pas capable de garantir que 100% des élèves de CM2 ont acquis les fondamentaux aujourd'hui ? La priorité, c'est l'acquisition des fondamentaux. Mais vous voyez, ce dont on vient de parler là, depuis ces dernières minutes, c'est aussi qu'on attend de l'école qu'elle apprenne à respecter l'autorité, qu'on apprenne les valeurs de la République et ces comportements citoyens. Je pense que c'est aussi une des responsabilités de l'école. C'est intéressant, vous employez le mot citoyen. Face à la commission éducation et culture de l'Assemblée nationale, vous avez déclaré que votre première priorité pour l'école est de former des citoyens. Pourquoi ? C'est-à-dire des citoyens. Non, mais je pense qu'on a à tenir les deux volets. Vous voyez à la fois l'acquisition des savoirs fondamentaux et puis aussi, dans un monde qui est compliqué, où il peut y avoir des remises en cause, y compris de certaines vérités, former des citoyens libres, éclairés, responsables, qui connaissent les règles de notre société et qui les respectent, je pense que c'est important. Alors, plutôt que la citoyenneté, vous avez insisté sur des êtres libres, en réalité de s'émanciper de toute doctrine politique et quelle que soit la définition de la citoyenneté. C'est finalement l'école de Jean Zay, de Camus et de Jules Ferry. Alors, je pense qu'elle est plus que jamais nécessaire, vous voyez, à l'heure des réseaux sociaux, des chaînes d'information continue, former des citoyens libres, je pense que c'est important. Nous sommes restés, la plupart des grands enfants, vous êtes d'accord, Elisabeth Borne, adeptes des contes comme La Belle et la Bête, un conte qui a été modernisé. Adapté. Vous me direz d'ailleurs pourquoi il faudrait les moderniser, les adapter, ces contes magnifiques. Mais ça a été le cas avec le dessinateur Jules, que vous avez préfacé, je crois. C'est bien ça ? Non, je n'ai finalement pas préfacé. Alors, pourquoi ? C'est la question. Parce que ce conte, en tous les cas, cette version a été jugée trop adulte. On y voit la bête boire, ivre, chanter les lacs du Connemara, avoir un comportement qui n'est pas peut-être adapté à de jeunes enfants. Mais pour Jules, il estime que le problème n'est pas celui-là. Il estime qu'il a été censuré parce qu'il aurait, je mets des guillemets, grand remplacé les princesses blondes par des méditerranéennes. Alors qu'est-ce qui vous a posé véritablement problème ? Vous savez, ce dont on est en train de parler, c'est un livre qui est remis chaque année à des élèves de 10 ans pour leur lecture pendant l'été
en famille, sans accompagnement pédagogique. Donc Jules a beaucoup de talent, il manie l'ironie, le second degré, mais sans accompagnement pédagogique, je pense que ça n'est pas effectivement adapté, mais c'est un très beau livre qui pourra être utilisé dans un autre cadre. Mais pas dans cette version. Qu'est-ce que vous reprochez ? Qu'est-ce qu'il a caricaturé ? Qu'est-ce qui n'allait pas ? Enfin, vous savez, il y a beaucoup de second degré, il y a beaucoup d'ironie, et je le redis, il s'agit d'élèves de 10 ans pour une lecture en famille, sans décodage d'un second degré, de l'ironie. Moi, je souhaite que les élèves puissent passer des bonnes vacances avec des messages simples. Et sans doute, dans le cadre de l'école... Est-ce qu'il n'y avait pas un problème religieux également, de perception religieuse, puisqu'apparemment, on y voit, je ne sais pas si c'est la bête qui mangerait du porc alors qu'il est supposé être de confession musulmane ou qui boit. Est-ce que cela aussi aurait pu, de votre point de vue, je ne sais pas, heurter les... Non, je pense que c'est, vous savez, c'est une réécriture moderne, effectivement, où on a un père de famille qui arrive d'Algérie, les musulmans, qui doit commettre des fraudes, qui se fait contrôler par les policiers. Il peut arriver quand même. Hein. Vous voyez cette réinterprétation. Peut-être que dans un cadre avec des professeurs, on peut expliquer ce second degré, mais je vous dis, c'est un livre qui a vocation à être lu en vacances, avec sa famille, et sans ce décodage de ce second degré, qui est sans doute bien dans un cadre, mais pas pour le livre de vacances. Donc les 800 000 exemplaires poubelles, bon, c'est pas grave. Hein. Il y aura un autre... A été dépensé. Non, l'argent n'a pas été dépensé, les livres n'ont pas été tirés, et c'est certainement un ouvrage intéressant, mais pas pour ce cadre pédagogique. Madame la ministre, pour terminer, et si on gardait les versions originales, les vrais classiques, on n'aurait pas ces problèmes-là de modernisation, d'adaptation, d'explication, de pédagogie? Les élèves, ils pourront lire l'Odyssée. Je pense que c'est une très belle histoire qui mérite d'être connue par tous nos élèves. Merci Elisabeth Borne, c'était votre grande interview. Bonne journée à vous et à bientôt.